Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission spéciale édition ou Special Edition que vous présente Yves Kenao. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sociopolitique chaotique au Bénin, le pays voisin du Togo. Et avec cette situation qui est vraiment confuse et qui est vraiment grave, nous avons pour invité aujourd'hui un Béninois de la diaspora béninoise, de la diaspora africaine ici aux États-Unis. Ce monsieur, il est un politicien par excellence. Il est un né politicien. Et il fut de ceux-là qui ont brandi le régime de l'ancien président, le feu Mathieu Kérékou. Il a marché en tant qu'étudiant, il fut arrêté et emprisonné pour sa lutte pour la liberté du Bénin, pour la liberté des Béninois, pour la démocratie en Afrique. Et il est l'un des pionniers de cette jeunesse-là qui a poussé et qui a demandé les conférences nationales souveraines en Afrique. Et le Bénin est par excellence le berceau de ces conférences nationales. Ce monsieur, il s'agit tout simplement de notre honorable Souleymane Harouna. Il est un ingénieur civil et de point chaussée, que nous appelons ici Civil and Instruction Engineering. Il est graduate, donc si je vais parler anglais, il est graduate from la grande université Mason de choses là, de Washington. Voilà. C'est ainsi présenté brièvement le résumé de notre invité. Mais il n'est pas ici pour les ingénieries, il n'est pas ici pour nous parler de points chaussés ou de quoi que ce soit, mais il est ici pour nous parler de la situation politique chaotique au Bénin, son pays. Alors, monsieur Harouna, je vous signale aussi que monsieur Harouna est le président d'une ONG qu'on appelle Network d'une nouvelle génération, NGG, ici à Washington, aux États-Unis. Et il fut président des Béninois aux États-Unis. Alors, monsieur Harouna, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, présentez-nous le décor de la situation sociopolitique à l'heure actuelle au Bénin, votre pays. Merci beaucoup Yves Kenao. Merci encore une fois de me recevoir sur votre émission en special edition sur le plateau de Tempo TV, la chaîne panafricaniste ici aux États-Unis et la chaîne des Africains et des Panafricains. Et donc cette chaîne qui nous permet quand même de dénoncer les déboires des régimes dictatoriaux. Donc, une fois encore, je remercie Yves Kenao et je remercie le producteur Malik Sall pour ce décor dans ce magnifique studio. Donc, nous allons essayer de passer au fait l'actualité au Bénin, surtout ces temps-ci où le Bénin est pratiquement en danger. Vous me voyez avec le drapeau béninois. C'est pour être en harmonie, en phase avec le peuple, le vaillant peuple au Bénin, et pour leur dire que la diaspora est de cœur avec eux, et en ce sens que aujourd'hui, mon pays, le Bénin, est en danger. Le Bénin est en danger parce que il y a des chats dans tout le pays. Le Bénin est en danger parce qu'il y a des chats partout. Et donc, les villes du pays, à Cotonou comme à Porto-Novo, ces villes sont encerclées de chats et de tonton Macoute. Certains parlent. Jusque-là, le gouvernement n'a pas démenti des supposés Rwandais qui sont en train d'encercler
mon pays. Et donc, le pays est fortement militarisé, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est un premier élément. Le second élément, vous savez que aujourd'hui même, l'icône de la résistance, de la lutte des masses au profit des couches les plus défavorisées, et celle-là même avec qui j'ai marché durant les temps très forts de la Révolution. Je veux la nommer notre maman, la maman nationale, l'icône et nationale, la patriarche, Thérèse Wawa, a été aujourd'hui interpellée par le pouvoir dit de la rupture, et donc à cause des pressions, et elle a été finalement libérée, et parce que pratiquement elle n'a rien fait, et donc elle était pratiquement en train d'exercer son droit, si vous voulez, d'expression, de dire que ça ne va pas dans le pays, que les femmes ont faim, et que voilà que des élections ne peuvent pas se faire de façon exclusive sans l'opposition. Donc c'est pour ça que cette brave dame a été arrêtée. Il faut que je signale que cette même brave dame, notre maman, elle a eu à faire la même chose pour que aujourd'hui Talon soit président de la République. Donc voilà qu'elle est en train de dénoncer cette même tyrannie entre griffes que le même président de la République dénonçait. Et puisqu'il s'agit maintenant de lui, on va arrêter notre maman nationale. Et voilà, elle est libérée, et c'est sûr qu'elle sera devant à leur œil. Donc, et l'autre élément, comme vous le savez, c'est l'interpellation de Madame Soglo, c'est-à-dire la femme du maire légitime, Liadi Soglo, qui est aujourd'hui en exil en France. Sa femme a été interpellée à l'aéroport d'Orly alors qu'elle allait enterrer son père, donc à Dakar. Et donc on l'a appréhendée parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre elle. Et voilà, elle ne peut pas aller enterrer son père. Et voilà comment la cruauté, est-ce que vous voyez, voilà comment la méchanceté transforme, si vous voulez, les gens. Comment est-ce qu'on peut lancer un mandat d'arrêt contre une femme en disant que au moment où on voulait appréhender son mari à Cotonou, elle s'est offusquée, c'est-à-dire elle a fait une obstruction à la justice. Mais comment on peut raisonner comme ça? Comment je peux être une femme et les policiers, les totomacoutes de la rupture viendront pour prendre mon mari et je vais rester les bras croisés? C'est une impossibilité mathématique. Et mieux, ils peuvent mettre la drogue. Vous connaissez cet épisode de cocaïne qu'ils ont collé à Djavon. Donc, mais elle ne peut pas rester les bras croisés. Comment elle va rester les bras croisés? Les gens vont la dépasser et vont prétendre aller chercher des documents dans la chambre conjugale, sans un mandat, si vous voulez, d'arrêt. Donc, et c'est ça qu'on appelle, elle s'est, comment dirais, elle s'est opposée à la justice, et pour cela, on lance un mandat d'arrêt contre une femme. Est-ce que vous voyez? Et alors qu'il y avait déjà 4 mandats d'arrêt contre son mari, qui est aujourd'hui en France, et voilà, maintenant, on lance un mandat d'arrêt contre elle, et on dit qu'elle s'est opposée au travail des officiers au moment où ils allaient arrêter son mari.
Dites-moi la femme qui peut rester les bras croisés pour qu'une sale besogne puisse se faire dans sa maison. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'est extrêmement important. Donc, c'est un élément extrêmement important que j'invite l'opinion internationale à vraiment comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous voyez? Et si cette femme, cette compatriote, cette brave Madame Liadi Soglo, si elle n'avait pas la nationalité française, elle serait aujourd'hui dans les geôles, si vous voulez, et quelque part à l'aéroport d'Oli. Et la même procédure qui a frappé notre compatriote, mon cher ami, et le ministre Komi Kounté, la frappera. Donc, elle a dû son salut à cause du passeport français qu'elle détenait. Donc, voilà, aujourd'hui, tout à l'heure, avant cette émission, j'ai vu sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux plutôt, comme une sorte de volte-face ou, comment dirais-je, une conférence de presse où on disait que non, on n'a pas arrêté Madame Soglo. Mais où est-ce qu'elle est actuellement? Mais est-ce qu'elle a pu aller à Dakar? Toute la question, elle est là. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut pas, si vous voulez, rectifier, et comment dirais-je, ce n'est pas possible. Donc, ils ont vu que ce qu'ils ont fait, et la démarche est bancale, et c'est pratiquement pas du tout respectueux au président Soglo, parce que le président Soglo, dans l'optique d'un consensus, a déjà rencontré le président de la République 2 fois. Mais pourquoi alors on veut encore remuer une plaie déjà béante? Toute la question, elle est là. Donc, ça fait le 3e élément. Est-ce que vous voyez? Donc, le 4e élément, c'est par rapport au procès final de notre compatriote Komi Kounté qui vient après-demain. Donc, il y a tension partout dans le pays. Est-ce que vous voyez? Donc, finalement, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement, le dernier conseil des ministres, a confirmé la tenue des élections pour le 28 avril dans un schéma pratiquement chaotique, dans un schéma où l'opposition est totalement exclue, dans un schéma où c'est les 2 partis privés, les 2 partis siamois du président qui vont se présenter aux élections. Mais je dis que ce n'est pas possible, ça ne passera pas au Bénin. Voilà, nous avons lutté, nous avons fait la prison en 1989. Et c'est cela. Il y a eu des morts. Il y a eu Luc Togbadia qui est mort. Il y a eu d'autres qui sont morts. J'ai fait la prison de PLM. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas rester les bras croisés. Et cette intimidation des chars partout au Bénin, je pense que ce n'est pas la solution. La solution était là. Le président, jusqu'à l'heure où je vous parle, a tous les moyens pour régler le problème. La lettre du professeur Victor Tokpanou dit tout. Est-ce que vous voyez? Donc, en tout cas, nous, au niveau de la diaspora, nous sommes de cœur, si vous voulez, avec nos compatriotes au pays. Et nous disons que les acquis démocratiques que nous avons acquis depuis l'avènement de la démocratie, depuis l'avènement de la conférence nationale en 1990, nous sommes très attachés à cela. Et nous ne pouvons pas laisser faire. Nous ne pouvons pas laisser voler en éclats ces acquis démocratiques. Donc voilà à peu près le décor en ce qui concerne la situation sociopolitique au Bénin. Je reviendrai plus largement sur chaque point et quand nous allons évoluer dans le débat. Merci beaucoup. Voilà.
je vous demanderai tout simplement de nous expliquer la sortie des chars dans les villes du Bénin. Qu'est-ce qui a pu amener le gouvernement à faire sortir les chars? Est-ce parce qu'il y a eu des protestations, des marches? Est-ce que ces marches sont violentes? Est-ce que le Bénin est attaqué par les manifestants? Ou quelle est la justification de la sortie des chars à travers le pays? Pourquoi le pays est militarisé? Mais le pays est militarisé, vous savez. D'abord, tout de suite, il y a eu un folklore en ce qui concerne les institutions au Bénin. C'est-à-dire, le président de la République a convoqué les présidents des institutions qui ont fait un semblant de folklore pour dire, bon voilà, écoutez, les élections vont se tenir le 28 avril et en ce qui concerne cette exclusion de l'opposition, ce n'est pas un problème. Donc, ça va se passer avec les deux partis siamois du président. Donc, à la fin de cette rencontre a été clôturée par la lecture du médiateur de la République qui n'a jamais, ça c'est important, monsieur le journaliste, qui n'a jamais pris part aux négociations et qui, tout de suite, comme si ses mains, tapaient les feuilles. Et dans une lecture signée au BIC, il conclut pour dire que, bon voilà, les institutions valident cette supercherie et que, comment dirais-je, il y aura élection. Monsieur Aruna, permettez que je vous arrête. Nous allons arriver au niveau des élections, ça serait ma prochaine question. Mais est-ce qu'il y a une justification valable qui a amené le gouvernement à militariser les villes du Bénin? Non, il n'y a aucune justification parce que l'appel de l'opposition, c'est un appel pour marcher les mains nues. C'est un appel où même le député qui est porte-parole de l'opposition a dit qu'il faut marcher même avec des mouchoirs blancs. Donc comment est-ce que vous pouvez gifler quelqu'un et vous allez refuser à la personne de pleurer? Donc ils ont giflé l'opposition. L'opposition, vous n'allez pas aller aux élections et maintenant ils refusent à cette opposition de marcher. Donc c'est dans cette optique que l'opposition a voulu marcher et ils ont réprimé cette marche. Et il y a eu des arrestations et il y a eu des blessés. Il y a eu même un blessé extrêmement grave. Et vous allez voir, ça a fait pratiquement le défilé des réseaux sociaux. Donc c'est dans ce contexte qu'ils ont sorti, comment dirais-je, les chars pour intimider l'opposition, pour réprimer l'opposition. Ce qui n'a jamais était le cas au Bénin depuis 1990. Est-ce que vous voyez? Donc, l'opposition béninoise a eu une autorisation administrative de marche, oui ou non? Voilà. L'opposition, vous savez, depuis un certain temps, toutes les administrations et l'administration centrale a refusé aux administrations locales de ne pas donner d'autorisation de marche à l'opposition. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous allez dans n'importe quel arrondissement du Bénin pour dire à quelques jours avant votre marche, on ne délivre plus d'autorisation de marche au Bénin pour que l'opposition puisse marcher. Est-ce que vous voyez? Donc, néanmoins, il y a eu des citoyens qui, puisque tout se passe au niveau de la Sénat, parce que la Sénat a convoqué ces deux partis pour essayer d'être en règle par rapport à la campagne qui va démarrer le 12. Donc, des citoyens sont allés protester de ça au niveau de la Sénat. Et c'est comme ça qu'il y a eu échange
entre l'artillerie lourde de la police républicaine et des citoyens aux mains nues. C'est comme ça que nous avons enregistré des cas de blessés. Et c'est comme ça que plusieurs Béninois ont fait l'objet d'arrestations. La question, elle est là. Et que dit la Commission des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme du Bénin? Que dit, mais la Commission des droits de l'homme du Bénin, ils ont constaté, et il y a actuellement les formalités des rapports qui sont en train d'être faits. Et je vous signale que vous savez qu'il y a eu mort il y a à peu près un mois à Kilibor, dans le fond du Bénin, en allant vers le nord. Ouais. Donc, il y a la CPI qui s'intéresse beaucoup à la situation préélectorale au Bénin. Donc, et qui s'intéresse beaucoup au niveau du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Donc, les yeux sont tournés vers le Bénin. Et c'est pratiquement à cet exercice que nous sommes attelés pour vraiment dénoncer. Parce que nous sommes aux côtés des pauvres. Nous sommes aux côtés de la masse. Donc, on ne peut pas, nous avons lutté pour qu'aujourd'hui Patrice Talon soit président. Donc, comment est-ce qu'il peut remettre en cause tout ce qui a fait qu'il puisse être président aujourd'hui? C'est un paradoxe. Et le Bénin n'est pas un pays mouton. Le Bénin, c'est une histoire. Le Bénin, c'est le pays de Béanzin. Le Bénin, c'est le pays de Bioguera. Le Bénin, c'est le pays de Kaba. Le Bénin, c'est le pays de Mathieu Kérékou. Le Bénin, c'est le pays de Boni Yahi. C'est le pays de Maga. Le Bénin, c'est toute une référence. Est-ce que vous voyez? Le Bénin, c'est tout un savoir. Est-ce que vous voyez? Le Bénin, c'est quand même la conférence des forces vives de la nation. Est-ce que vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C'est impossible. Il faut que le président le sache. Est-ce que vous voyez? Avant qu'il ne soit président, mais il est resté à l'extérieur comme nous et il avait la télécommande depuis Paris. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'il sache que la diaspora ne peut pas rester les bras croisés. Qu'il sache que nous ne pouvons pas subir, nous ne voulons pas voir les chats dans notre pays. Pourquoi? Nous sommes libres de marcher. Est-ce que c'est un crime de dire que tout le monde ira aux élections? Est-ce que ce n'est pas normal? Est-ce que ce n'est pas une honte aujourd'hui d'arrêter une maman de faire une Amazone comme Wangwa Thérèse qui a marché pour le président dans ce pays? Aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont en prison. Ce n'est pas possible. Nous disons que ce n'est pas possible au Bénin. Monsieur Ouna, je comprends que ce n'est pas possible. Je comprends que la situation n'est pas très rose. Alors, dans ce climat tendu de contestation et d'exclusion, comment est-ce qu'on peut organiser des élections le 28 avril prochain? Comment est-ce que d'abord la campagne sera faite et ensuite comment est-ce que les élections auront lieu? Parce que je sais qu'il y a certains endroits où l'opposition est majoritaire, c'est-à-dire qu'il y a des fiefs de l'opposition. Et si cette opposition ne participe pas à ces élections, comment le gouvernement pense-t-il vraiment organiser ces élections le 28 dans un climat de paix et dans un climat serein? C'est là ma question. Mais c'est justement la raison pour laquelle nous sommes en train de se battre. Ça sera une négation des droits humains. Ça sera une négation de la démocratie. C'est le gouvernement seul qui sait à quel jeu il est en train de jouer. Quand vous dites que l'opposition est majoritaire quelque part, l'opposition aujourd'hui est majoritaire partout. C'est pratiquement cette frousse, cette peur qui anime le pouvoir en place pour exclure l'opposition. Toute la question, elle est là. Mais comment est-ce qu'une logique, ce qu'on appelle des common sense, comment on peut faire des élections, comme vous le dites, dans cette condition? Comment ça peut se passer? Est-ce que vous voyez? Où il y aura des chats,
Mais ce n'est pas possible. Est-ce que le common sens ne dit pas qu'il faut revenir aux anciennes lois qui ont permis l'élection de ce même président? Voilà, j'ai une question très rapidement. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là? J'ai une question, monsieur Haruna. La dernière fois que je vous avais reçu ici, on avait parlé d'une rencontre entre une délégation de l'opposition et le président de la Sénat, de la commission électorale de chez vous. Alors, qu'en est-il exactement? Et c'était pour que la loi du certificat soit enlevée, soit abrogée du code électoral, afin que l'ensemble des partis politiques, y compris les deux partis retenus à l'heure actuelle, puissent aller aux élections. Qu'en est-il exactement? Et aujourd'hui, on se retrouve à la case de départ avec l'exclusion de toute l'opposition. Ouais, c'est une très bonne question, mais c'est beaucoup plus au niveau, au niveau de l'Assemblée générale. Ce n'était pas au niveau de la Sénat. Donc, au fait, après la rencontre avec le chef de l'État, et qui a reconnu l'impasse dans laquelle se trouve le pays. Et il a dit que ce n'est pas à son règne qu'il faudrait organiser des élections sans l'opposition. Donc, il a reconnu le danger. Je vois. Donc, et c'est par rapport à cette reconnaissance qu'il a invité le président de l'Assemblée à mettre sur pied un comité paritaire pour essayer de faire une dérogation de ces deux lois en ce qui concerne le code électoral et la charte des partis. Donc, nous étions vraiment dans cette ambiance. Et le peuple était pratiquement content de cette ouverture du président de la République. Donc, mais les députés, c'est-à-dire le bloc majoritaire du président, qu'on appelle le BMP, ont fait voler en éclats, si vous voulez, ce consensus qui venait. Donc, ils ont bloqué cela et ils ont tout de suite annoncé que, bon, voilà, les élections se tiendront. Alors que l'opposition était dans la logique de la modification de la loi comme proposé par le président de la République. Donc, ils ont fait voler cela en éclats parce que ça ne les arrange pas. Je vois. Voilà. Voici des tricheurs qui veulent aller aux élections dans des fauteuils douillés et qui veulent être nommés. C'est pourquoi, au Bénin, on parle de match amical entre les deux partis siamois, les deux partis privés du président. Donc, c'est ça. Donc, cette négociation n'a pas marché. Voilà. Et c'est pour ça que le Conseil des ministres a entérimé et dit que bon, les élections se passeront tchoko-tchoko le 28 avril. Et c'est ce qui a étonné tout le peuple béninois et l'opinion internationale en ce qui concerne la bonne parole du président. C'est comme si le président disait que bon voilà, je suis d'accord pour une ouverture et de l'autre côté, comment dirais, des consignes sont données à la majorité pour bloquer l'avancement. Donc, c'est comme quelqu'un l'a dit la fois passée, les dés étaient pipés à l'avance. C'est une stratégie qui a été faite. Et bon, voilà. Donc maintenant, on ne peut pas contourner et on fait pratiquement du semblant et on court alors qu'on est sur place. Voilà, monsieur Haruna, vous connaissez bien le Bénin. Je connais bien le Bénin. Les Béninois sont très, très, très difficiles à manipuler politiquement. Quand nous voyons l'opposition béninoise, il y a de grandes têtes, de grandes figures, pas la moindre. On a l'ancien président Noussoufou Soglo, on a même l'ancien président Yahi Boni, on a des gens comme Adjavon, même si ils sont à l'extérieur. Adjavon était venu en 3e position et n'eût été les voix
n'eût été la volonté d'Adjavon d'ajouter, de faire ramener ces voix, n'eût été la volonté d'Adjavon de demander à ses militants de voter au second tour pour Talon, peut-être que Talon ne serait pas aujourd'hui président. Il y a tellement de grandes figures dans l'opposition togolaise et dans l'opposition béninoise, pardon. Alors, quelle est la stratégie pour que ces élections ne puissent pas tenir de la part de l'opposition béninoise? Est-ce qu'elle a des moyens pour faire pression, des moyens coercitifs pour que ces élections soient repoussées, afin que l'ensemble des partis politiques puissent participer? Non, mais ça, c'est clair. Ça dit, et c'est pratiquement pourquoi ils ne veulent pas nous laisser marcher. Et je pense qu'ils finiront par nous laisser. Et je ne pense pas qu'il peut y avoir élection le 28 avril. Allez, écris ça. Comme a l'habitude de le dire Mathieu Kérékou. Et donc, il ne peut pas y avoir élection. Comment il peut y avoir l'élection? Il ne peut pas y avoir... Mais regardez par exemple le parti du président Adrien Oumbédi, qui supporte le président de la République. Aujourd'hui, les relations ne sont plus les relations normales. Parce que la base même du parti du président de l'Assemblée, Adrien Oumbédi, cette base est en train de rougir. Cette base est en train de dire, mais ce n'est pas possible. Cette base est en train de dire que nous ne pouvons pas manger cette couleur. Donc, c'est une impossibilité mathématique. Il y a d'autres formations comme le DUD du questeur de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée, qui aujourd'hui a rejoint l'opposition. Je veux parler de Valentin Adidi Koudé. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a grogne partout. Et dans cette situation, honnêtement, dans cette situation, dans cet environnement, dans cet imbroglio politique, comment on peut faire les élections? C'est une impossibilité mathématique. Donc, je ne pense pas que les élections se feront le 28. Donc, des éminents juristes, des éminents intellectuels ont dressé le décor, la voie à suivre au président dans ce contexte actuel. Donc, nous attendons, mais ce qui est sûr, nous disons qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. Ça là, c'est clair et net. Voilà, il n'y aura pas d'élection. Il ne peut pas y avoir d'élection. Ça, c'est le Bénin ici. Ici, c'est le Bénin. Je vois. Ici, vous avez, ça s'est passé au Togo. Hein? Ça s'est passé au Togo. L'opposition a dit qu'elle va empêcher les élections par tous les moyens. Mais ces élections ont eu lieu. C'est pourquoi j'ai peur, hein, en vous écoutant parler, j'ai peur que ces élections aient lieu le 28. Alors réellement, vous êtes béninois. Je connais, je sais que le peuple béninois n'est pas le peuple togolais. La différence entre le Togo et le Bénin, c'est que nous ne sommes pas en train de dire que nous allons boycotter les élections. Nous n'allons pas boycotter les élections, mais nous allons empêcher la tenue des élections sans l'opposition. C'est ça le problème, c'est ça la stratégie. Il n'y a pas à faire folklore là-dessus, quoi. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir des élections au Bénin sans l'opposition. Période. We cannot, allow that. I mean, we cannot tolerate that. On ne peut pas tolérer ça. Ce n'est pas possible. Ça dit, il faut. Mais moi qui vous parle, nous avons lutté. J'ai fait la prison. J'ai fait le camp de PLM. Il y a d'autres voilà, monsieur béninois. Regardez la dame. Honorable. Elle s'est sacrifiée. Honorable, je vois votre détermination. Je vois bien votre détermination et je vous comprends. Est-ce que de la manière dont vous êtes déterminé en nous parlant ici aux États-Unis, est-ce que c'est la même détermination, c'est la même fièvre qu'on sent à Cotonou et dans les grandes villes du Bénin? Oui, vous savez, le Béninois est très déterminé et mobilisé. Ce n'est pas tout le monde, c'est vrai. Je vous cite un cas, on parle de Waouan Thérèse. Voici une référence. Est-ce que vous voyez? Donc, mais c'est qu'aujourd'hui, le timing a changé. Le temps et les circonstances ont changé. Est-ce que vous voyez?
Donc, il y a différents leaders, je vois. Mais le leader auquel l'opposition fait face aujourd'hui, c'est vraiment un leader particulier. Je vois. Regardez un peu l'historique de tout ce qui s'est passé au Bénin. Vous avez su comment il y a eu, comment dirais-je, l'affaire Adjavon. L'affaire Adjavon que je vous signale au passage, qui a été définitivement conclue par la Cour africaine des droits de l'homme, qui a confirmé le non-lieu. Le non-lieu de l'affaire même. Voilà, le non-lieu de l'affaire. Et jusqu'à présent, bon, le gouvernement a encore 6 mois, mais remarquez que souffrez que quand il y avait eu la première décision de la Cour africaine des droits de l'homme, le Bénin n'a pas exécuté une décision internationale de justice. Et le même gouvernement a, dans le cas quand il s'agissait de Yahya Boni, a qualifié ça d'état voyou. Et je vois donc, regardez the pattern of the leader. Et je vois, regardez les pas du gouvernement. Donc, c'est pour vous dire que à chaque époque a son dirigeant, chaque époque a son leader. Mais il faut dire que l'époque actuelle, c'est-à-dire les 3 ans du président Talon, nous a vraiment surpris, nous a vraiment étonnés et nous ne comprenons pas ce qui arrive dans le pays de Biogara. On ne sait pas ce qui arrive. On a perdu quoi? Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Et on ne peut pas mettre la balle à terre et discuter. Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Et on ne veut pas que des partis, des grands partis, qui ont vraiment la majorité des députés, qui ont produit des députés, qui font la majorité du président actuel. Parce qu'au fait, le président de la République n'a jamais participé à des élections législatives. Donc, ces députés qu'il a ne sont pas les députés de lui. Et je vois. Donc, si quelqu'un n'avait pas présenté ces députés-là à travers un parti politique, il n'aura pas de député actuel. Donc, quel est le problème de laisser tous les partis politiques participer aux élections? Toute la question, elle est là. Donc, ce que nous sommes en train de dire par rapport à la mobilisation elle est là. Nous avons notre stratégie. Il faut dire que la première organisation, elle était un peu précipitée à cause du timing. Maintenant, comme l'a dit un secrétaire adjoint du plus grand parti, le parti de Yahya Boni, et à Tchadenouri, il a dit qu'ils vont mieux se concerter, s'organiser pour vraiment faire ces marches au niveau des 77 communes. Ces marches pacifiques. On ne peut pas refuser à l'opposition, à des personnes, à des individus, dans un État démocratique, de protester. Ça là, il faudrait que le président de la République le sache. Nous, voilà, nous avons le droit de protester. Monsieur Aruna,